Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de KTO pour cette émission de 52 minutes, enregistrée comme toujours en public au Collège des Bernardins. Un flashback pour commencer. En 1989, le mathématicien Alain Connes, ici présent, et le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux dialoguaient dans un ouvrage fameux intitulé « Matière à penser » et publié chez Odile Jacob. Près de 23 ans se sont écoulés depuis cet échange et la conversation entre mathématiques et biologie s'est bien sûr poursuivie tout au long de ces années et elle n'est pas achevée, la preuve ce soir sur ce plateau. Pour une science sans foi ni loi, tel est le titre proposé pour l'émission de ce soir qui sera, vous le verrez, un échange entre savants. Et avant d'en apprendre davantage sur le contenu du débat, je vous présente tout de suite les trois invités de la soirée. Alain Connes, bonsoir. Vous êtes mathématicien, vous êtes professeur au Collège de France, où vous êtes titulaire de la chaire d'analyse et géométrie. Vous avez en particulier dans votre domaine créé une nouvelle branche des mathématiques, la géométrie non commutative. Parmi les ouvrages auxquels vous avez collaboré ou que vous avez écrit, on peut citer Triangle de pensée, qui était paru à la fin des années 90 chez Odile Jacob. Alain Prochian, bonsoir. Vous êtes neurobiologiste, également membre de l'Académie des sciences. Vous êtes professeur, vous aussi, au Collège de France, où vous occupez la chaire des processus morphogénétiques. Vous travaillez depuis le début des années 80 dans le domaine de la neurobiologie moléculaire et notamment sur les processus de morphogénèse. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages qui ont été publiés depuis 1987 et un bon nombre d'ailleurs de ces ouvrages sont publiés chez Odile Jacob. Et puis je signale aux téléspectateurs que vous avez écrit des pièces de théâtre également et participé à leur mise en scène en collaboration avec Jean-François Perret. On peut citer La Génisse et le Pythagoricien ou encore Les Variations Darwin et plus récemment Ex vivo in vitro qui avait été créé au Théâtre de la Colline en novembre dernier. C'est bien ça. Enfin, Père Delongeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris et au Bernardin, vous êtes responsable du département de recherche société humaine et responsabilité éducative. Vous enseignez depuis 1993 à l'école cathédrale. Vous êtes diplômé de l'école des mines et également titulaire d'un doctorat en théologie. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, et c'est vers vous que je me tourne à l'improchiance, puisque j'ai eu le privilège de lire avant sa sortie les épreuves d'un livre qui sortira au Seuil en septembre, et dont l'introduction est d'ailleurs intitulée « Pour une science sans foi ni loi ». Alors, quelle serait donc cette science que vous appelez de vos voeux, cette science sans foi ni loi ? Bon, ben ça, c'est pas très fair comme façon de faire. C'est ce que c'est. C'est toutes les sciences devraient être sans foi ni loi. C'est-à-dire, ce serait une science qui serait autant que possible, parce que c'est tout à fait impossible, totalement dépourvu de présupposés idéologiques. C'est-à-dire qu'une science qui serait fondée sur le pur désir de connaissance et qui ne se référerait ni forcément à des lois mathématiques, ni en des croyances philosophiques. Alors, mais ni non plus dans des lois qu'on dit de la nature. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de loi de la nature. Les lois sont des constructions humaines tout à fait artificielles, utiles, bien entendu, mais aussi contingentes. Et voilà, en fait, c'est un tout petit peu ça que... C'est résumé très brièvement. Je pense que la discussion va nous permettre d'approfondir sans aucun doute. Vous écrivez notamment qu'il y a seulement des phénomènes que nous tâchons d'ordonner et d'expliquer en construisant des outils théoriques et des machines plus ou moins réussies, plus ou moins adaptées à ces objets. Mais je crois qu'on reviendra... Ouais, les lois scientifiques sont évolutives, sans quoi elles ne sont pas des dogmes. Vraiment, on a des lois, on tombe dans le dogmatisme. Bon, ça, c'est bon pour la religion, c'est pas bon pour la science. Alors, Alain Connes, je faisais référence tout à l'heure à Matière à penser. Et dans Matière à penser, avec Jean-Pierre Changeux, vous vous interrogez également sur le fondement des prescriptions morales. On pouvait lire « Il ne s'agit plus de soumettre la science aux impératifs des croyances
à l'autoritarisme des dogmes révélés ou d'une quelconque idéologie, mais de développer une critique des croyances, des idéologies, des normes morales, en fonction du développement de la science pour en dériver de nouvelles règles de conduite plus objectivement justifiées. Ça, je pense que ça doit être Jean-Pierre Changeux. C'était lui, effectivement. Mais j'aimerais savoir, justement, 23 ans après... Disons, écoutez, c'est très simple. Moi, je pense quand même que je ne partage pas entièrement le point de vue d'Alain Prochian, heureusement, parce que sinon, la discussion ne serait pas intéressante. Et je voudrais le nuancer parce que... voilà, là on vous entend mieux. Voilà. Parfait. Donc, je ne pense pas partager exactement ce point de vue-là, et je pense, pas non plus avoir bien sûr un point de vue diamétralement opposé, au sens où je ne ferai absolument pas appel à la foi, mais par contre, je pense qu'il y a pas seulement des phénomènes, et qu'il y a des découvertes absolument magnifiques. Lorsque, si vous voulez, par exemple, on s'est aperçu que les lois de Kepler, les lois de la chute des corps, etc., toutes ces choses-là recouvraient exactement d'une simplicité absolument incroyable, qui est la loi de Newton, la loi de la force qui est inversement proportionnelle au carré de la distance, et que ça a un pouvoir explicatif phénoménal, c'est-à-dire qu'on n'explique pas seulement le mouvement des planètes autour du Soleil, on explique le mouvement des satellites de Jupiter, on explique un nombre incroyable de phénomènes par un énoncé mathématique d'une simplicité incroyable. Donc ce en quoi je crois, si vous voulez, c'est que l'univers a été écrit dans le langage des mathématiques. Et qu'il n'y a pas seulement des phénomènes et une invention humaine pour essayer de comprendre ces phénomènes, mais il y a aussi une découverte. De mon avis, si vous voulez, lorsqu'on a inventé le microscope électronique et lorsqu'on a trouvé la structure en double hélice de l'ADN, on n'a pas inventé quelque chose, on a fait une découverte. Et donc je pense que autant je considère bien sûr qu'il est absolument essentiel de ne pas gouverner notre quête de la vérité par une foi quelconque, autant je pense qu'on va d'émerveillement en émerveillement lorsque on s'aperçoit que justement la nature, au lieu d'être arbitraire et au lieu d'être le désordre, etc., en fait, elle est régie de temps en temps, et de manière extrêmement fréquente lorsqu'on regarde l'univers, par des lois qui s'expriment admirablement dans le langage mathématique. Alors, je n'en ai déduit aucune conclusion, mais si vous voulez, la seule chose que je trouve absolument fascinante, c'est que justement, on n'invente pas, mais qu'on découvre ces choses petit à petit. C'est très vrai, dans ce qu'a dit Alain Prochian, que la chose intéressante, ce sont les phénomènes. C'est-à-dire que, si vous voulez, un chercheur en mathématiques, c'est beaucoup plus important pour lui de trouver des phénomènes qu'il n'arrivera pas à expliquer, etc. Et de fil en aiguille, ça pourra le conduire vers justement des découvertes de choses qui sont extrêmement simples et qui ont un pouvoir explicatif énorme. Donc mon point de vue est quand même nuancé par rapport à celui d'Alain Prochian. D'accord, donc on a bien compris que vous disiez que de votre point de vue, il existe une réalité mathématique finalement brute. Pas seulement. Je parle là, il faut pas faire simplifier, si vous voulez. C'est pas seulement ça. Non. La discussion qu'on avait, elle était plus au niveau philosophique général qu'au niveau de la nature des objets mathématiques. Il ne faut pas réduire à ça. Je pense, si vous voulez, que c'était plus une approche de la réalité extérieure et de la manière dont nous tentons d'appréhender cette réalité extérieure. Je pense, si vous voulez, qu'avec les très grandes découvertes, même Newton, etc., en fait, il y a eu un véritable émerveillement qui a consisté à dire qu'au lieu de faire les épicycles, etc., et d'expliquer les phénomènes en compliquant, etc., en fait, il y avait des principes d'une simplicité extraordinaire qui régissent ces phénomènes. Père Delourgeau, je ne sais pas si vous avez envie d'intervenir en ce début d'émission, de réagir peut-être ? Peut-être un peu, non. Comme théologien, moi j'ai évidemment été interpellé, intéressé, intrigué par le titre « Une science sans foi ni loi ». Alors je comprends très bien que dans l'entreprise scientifique, la démarche scientifique implique de mettre à distance une foi religieuse. Hein, ça c'est... et également des a priori philosophiques, mais également un a priori matérialiste, par exemple, hein, qui est aussi une forme d'a priori que l'on peut rencontrer, ou des a priori épistémologiques. Je pense qu'on en parlera, et c'est comme ça que j'ai compris l'expression. En même temps, en y réfléchissant, je me suis dit, mais au fond,
il y a quand même une foi qui anime la science, qui est le scientifique, enfin vous me détromperez peut-être, mais qui est enfin quand même une foi dans la science elle-même, une espèce de confiance dans la science, peut-être plus de foi que de confiance d'ailleurs, qui fait que des hommes, des femmes s'engagent avec passion, et je pense que vous êtes des gens passionnés, dans cette démarche scientifique. Or ça, c'est soutenu quand même par une foi. Que la science apporte des bienfaits. Alors, je crois que vous avez envie de réagir à la prochaine. Moi, j'ai énormément de réactions à deux choses. D'abord, quand je dis qu'il n'y a pas de loi, je veux dire qu'il n'y a pas de législateur. C'est-à-dire que, bien sûr, que nous cherchons à dégager des régularités, des lois. Et en plus, les physiciens, bien entendu, parce que les exemples que donne Alain sont puisés dans la physique, les physiciens ont un rapport aux mathématiques qui est très particulier, qu'on ne trouve pas dans toutes les sciences, en particulier pas dans toutes les sciences naturelles. La biologie aimerait bien avoir un rapport aux mathématiques aussi riche, c'est-à-dire permettant de trouver en biologie. C'est quand vous écrivez, vous égalisez, vous équilibrez deux équations et que vous trouvez une particule, en introduisant une constante, vous êtes bluffé. Mais en biologie, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, je crois qu'il y a une phrase célèbre qui parle de l'efficacité incroyable des mathématiques en physique et de l'inefficacité incroyable des mathématiques en biologie. Voilà. Donc, peut-être qu'on n'a pas inventé les bonnes mathématiques pour la biologie. Et là, on pourrait y revenir. Parce que, je crois que c'est important. C'est un point intéressant. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le grand livre de la nature n'a pas été écrit en langage mathématique, parce que je pense que personne ne l'a écrit. Et je crois que l'irruption galiléenne, dans le terme qu'utilise Alain, est en fait un des grands tours de passe-passe de ces dernières années. Je veux dire, ces 400 dernières années. Tout d'un coup, on a éliminé Dieu, mais on nous a refourgué la nature. On n'a pas gagné grand-chose au change, à vrai dire. Pour ce qui est du doute et de la foi, moi, j'ai le malheur, si vous voulez, de savoir à quoi ressemble un cerveau. Et quand on sait comment c'est ce truc là-haut, la seule chose qui est miraculeuse, c'est qu'on arrive à envoyer des fusées sur la Lune et que ça y aille vraiment. Parce que quand vous avez regardé un cerveau, vous aurez beaucoup moins confiance. Évidemment, vous êtes animé par une véritable foi. Moi, je suis animé par un doute assez violent qui est lié au fond au fait que je ne suis qu'un biologiste et que j'ai une vision de la nature qui est un peu grouillante. Voilà, grouillante, oui. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait, dans votre propre engagement dans la biologie, il y a aussi quand même quelque chose qui implique une foi dans cette pratique scientifique elle-même. L'idée, c'est qu'il y a des sujets de la science, et donc forcément, on est engagé dans une aventure personnelle quand on fait de la science. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'attention plutôt, Alain Cohn? Non, disons que je pourrais en revenir à ce dont on parlait, de Galilée, Newton, etc. Ça ne s'arrête pas là du tout, puisque, si vous voulez, c'est quand même quelque chose, on peut pas nier que lorsqu'on arrive à expliquer le tableau périodique des éléments de Mendeleïev par des règles extrêmement simples de la mécanique quantique, on ne soit pas devant une découverte. Je veux dire, ça explique, c'est les corps simples, ça explique la chimie, c'est ce qui sous-tend toute la réalité matérielle extérieure. Alors, bon, évidemment, on peut dire qu'on a inventé ça, mais quand même, je veux dire, lorsqu'on arrive c'est pas seulement à comprendre, lorsqu'on arrive à recréer cette chose-là, simplement à partir de la compréhension de la mécanique quantique, on peut quand même supposer qu'on a fait une découverte et qu'on n'a pas inventé quelque chose. Donc, de mon point de vue, quand même, je reste sur mes positions. Ça n'a rien à voir avec l'existence ou la non-existence des objets mathématiques. Ça a à voir avec quelque chose de beaucoup plus important et qui a à voir avec la réalité physique. Alors, on peut dire c'est limité à la réalité physique, c'est vrai, mais ça contient la chimie et quand même toute la biologie, etc., obéit aux règles de la physique. Elle n'échappe pas aux règles de la physique ni aux règles de la chimie. Donc, je ne nie pas le fait que les mathématiques ou la physique ou la chimie ne comprennent pas la biologie, bien entendu. Mais quand même, on doit procéder par étapes. Et dans notre compréhension du monde extérieur, je considère que ce n'est pas un tour de passe-passe et qu'on a fait une avancée absolument phénoménale, justement, en comprenant que le monde est régi, ne serait-ce que par la mécanique de Newton et ne serait-ce que par la mécanique quantique.
Alain Prochance, j'aimerais revenir sur un thème que vous abordiez à l'instant, aller vers une science sans foi ni loi. Cela semble signifier pour vous qu'il faut dépasser justement cette vision fondamentalement religieuse de la science. Vous écrivez, elle repose sur la proposition galiléenne du grand livre de la nature, écrit en langage mathématique, que le travail des scientifiques consisterait à déchiffrer dans une mise à nu de cette écriture divine. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir justement sur tout ça? Sur tout ça, ça va être long parce que j'en ai fait 300 pages. Donc ça nous prendrait du temps. Et puis il faut laisser le temps aux autres de parler. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en opposition avec l'idée qu'il y a des règles mathématiques, qu'on découvre des phénomènes, qu'on découvre des lois qui permettent de penser ces phénomènes, et que les mathématiques ont un rôle éminent à jouer dans cette affaire. Je ne mets pas non plus en cause l'idée que nous sommes des êtres de matière et que par conséquent nous sommes des objets matériels et que, en tant qu'objets matériels, nous répondons à des sciences qui sont des sciences des matériaux d'une certaine façon, la physique et la chimie, comme a dit Alain Cohn. Mais pour moi, un objet scientifique, c'est pas l'objet matériel. Pour moi, l'objet scientifique, c'est l'objet et la théorie qui l'entourent. Et donc, sinon c'est d'une naïveté, d'un mécanicisme absolu, c'est-à-dire en fait un matérialisme naïf qui vire à l'idéalisme le plus total, où je vais trouver les mécaniciens alliés aux idéalistes. Si on met la théorie du vivant est une théorie qui s'intéresse aux phénomènes qui sont spéciaux au vivant, et donc il faut les penser avec une théorie qui est une théorie du vivant. Et la théorie du vivant, bien entendu, la physique et la chimie interviennent dedans, mais une théorie du vivant, c'est une théorie qui est spéciale à l'objet vivant. Et pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passera dans 100 ou dans 200 ans, si ça continue, ça j'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a pas de théorie mathématique qui permette de rendre compte du phénomène vivant. Peut-être qu'il faudra inventer de nouvelles mathématiques, ça je n'en sais rien, mais pour l'instant, la science biologique se pense pour l'essentiel en langue naturelle, et ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une science, et qu'elle n'a pas une théorie. Donc c'est là que se met le curseur pour moi. Ce n'est pas du tout un curseur pour dire que les mathématiques, la physique et la chimie n'ont pas d'intérêt. Au contraire, je les ai utilisées plus que de raison, si j'ose dire. Oui, c'est assez intéressant finalement de voir comment justement les sciences se développent, en particulier les mathématiques, si vous voulez, parce que pendant très longtemps, les mathématiques ont été solidaires de la physique de manière très étroite. C'est-à-dire qu'il y a eu presque, on pourrait dire presque jusqu'au début ou la moitié du XXe siècle, il y a eu une espèce de symbiose entre mathématiques et physique, et il y avait peu de mathématiciens qui n'étaient pas physiciens et inversement. Mais ce qui est assez extraordinaire dans les mathématiques, c'est que justement, alors que naïvement, on croit que les mathématiques sont des choses qui peuvent s'illustrer dans le monde réel, dans le monde de la physique, etc., il y a le monde mathématique, si vous voulez, est un monde tellement riche qu'en fait, les méthodes qui ont émergé au XXe siècle ont permis d'ouvrir des portes, d'ouvrir des horizons et d'être un peu comme Alice au pays des merveilles qui découvre des choses qu'on n'aurait jamais imaginées à partir du monde réel, du monde de la physique. Et donc les mathématiques de la fin du XXe siècle et encore maintenant ont commencé à explorer ces mondes-là et à être de plus en plus émerveillés justement par leur beauté et par le fait que jamais on pense, si vous voulez, que jamais on ne pourra illustrer ces mondes-là dans la physique. Mais par contre, ils ont une cohérence, ils ont une beauté mathématique qui était absolument incontestable. Alors, est-ce qu'un jour, un de ces mondes jouera un rôle dans le développement de la biologie? On n'en sait rien. Mais toujours est-il, si vous voulez, qu'il faut bien comprendre que dans le travail, que les mathématiques ne consistent pas justement à mettre en ordre ou essayer de comprendre le monde physique. En fait, ce n'est pas vrai. Ça va bien au-delà. Et une des qualités tout à fait extraordinaires des mathématiques modernes, c'est les mathématiques qui sont développées justement dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est d'avoir réussi à être une espèce d'usine à fabriquer des concepts qui sont des concepts extrêmement précis. C'est-à-dire, ce ne pas des concepts qui sont flous, c'est des concepts extrêmement précis, mais ce sont des concepts qui ont une portée beaucoup plus grande que ne serait-ce que dans ce que naïvement on pense être les mathématiques, c'est-à-dire les nombres ou la géométrie, etc.
et d'autre part qui sont disconnectés du monde physique. Donc ça, je crois que c'est une chose très importante, c'est une chose qui n'est pas facile à faire passer, mais qui est un des rôles essentiels des mathématiques. Et alors, je ne sais pas, bon, effectivement, on pourrait dire, mais en fait, tu es en train d'explorer certaines zones de ton cerveau. Ce n'est pas vrai, parce que, si vous voulez, par exemple, le mathématicien maintenant dispose d'ordinateurs, et avec ces ordinateurs, il peut explorer ce monde-là beaucoup plus loin que n'importe quel cerveau humain pourrait le faire. Et ce monde, il continue à exister, il est là, et on découvre des phénomènes, et des phénomènes nouveaux. Donc, c'est quand même très étrange, si vous voulez. Alors, on pourrait dire, oui, on est coincé dans le monde physique dans lequel on vit, mais ce n'est pas vrai. On peut s'en évader, justement, par ce biais-là. Oui, en vous entendant, je pensais au petit livre de Erwin Schrödinger là, de 1944, là, Qu'est-ce que la vie, qui annonçait un petit peu la mise au point d'une nouvelle physique pour pouvoir comprendre la stabilité du génome extraordinaire. Mais je vois qu'on est encore loin de cela. Mais il y avait deux points sur lesquels je voulais rebondir. Deux choses qui m'ont vraiment intéressé dans ce que vous avez dit. Si je vous ai bien compris, mais peut-être mal, au fond, il y a une forme d'intelligibilité du monde, et qui est un peu une énigme quand même. Hein. Comment ça se fait que l'outil mathématique permette si bien, et puis qu'il y ait ces lois si simples, si belles, qui permettent d'expliquer un certain nombre de phénomènes. Cette sorte d'intelligibilité du monde, mais peut-être que le terme n'est pas juste. Et puis, vous avez dit une chose sur laquelle je voudrais revenir aussi. Vous avez parlé de sujet de la science. Vous avez employé cette expression à un moment. Enfin, c'est pour moi un peu une double énigme. Hein. D'une part, cette intelligibilité du monde, comment ça se fait que notre cerveau, notre esprit soit capable d'expliquer ainsi une partie de l'expérience, au moins, même s'il y a une dimension de profondeur qui demeure. Et puis, au fond, les sujets de la science, il y a quelque chose d'irréductible quand même à l'explication. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui dira, au fond, même si je dis « je n'ai rien », je peux se ramener à des phénomènes, des processus impersonnels. Il y a toujours un sujet qui dit cela, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, un jeu qui va dire, je se ramène uniquement à des processus impersonnels. Mais ça, c'est toujours quelqu'un qui dit cela, quoi. Il y a toujours un sujet de la science. Voilà, c'est deux points qui m'ont... Moi, je pense, si vous voulez, qu'il y a quand même un hiatus assez incroyable qui s'est créé au niveau philosophique, mais... Et qui est que justement on est prisonnier, nous, dans nos explications du langage courant. Par exemple, on parle de particules, on parle de choses comme ça, et à aucun moment, si vous voulez, la nouveauté absolument incroyable, par exemple du quantique, n'a franchi l'étape de passer dans le domaine courant. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour moi, en ce moment, on vit une étape que tout le monde connaît, la transition avec toute l'informatique. Mais bon, on vit une étape dans laquelle, par exemple, les gens arrivent à comprendre ce que c'est qu'une fonction et ce que sont les propriétés d'une fonction. On parle de ralentissement de la croissance ou des choses comme ça. Et donc, on acquiert, si vous voulez, un langage mathématique qui est au-delà du langage du nombre, qui est, lui, déjà complètement digéré. Mais malheureusement, ce langage mathématique, c'est un langage qui remonte au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Et au XXe siècle, comme je l'ai dit, non seulement il y a eu toutes ces découvertes conceptuelles qui sont extrêmement importantes, mais il y a eu aussi, en physique, un pas phénoménal qui est la découverte du quantique. Et cette découverte du quantique, elle altère même notre idée, elle devrait, normalement, si on l'expliquait correctement en classe, etc. Elle devrait même altérer notre idée de la réalité extérieure. Et elle devrait l'altérer au point qu'on sait maintenant, quand on fait des calculs avec le quantique, etc., on sait que la réalité extérieure, ce n'est pas une chose toute simple, mais c'est une superposition. C'est une superposition de tous les possibles, avec comme moyen de les superposer un nombre qui est un nombre imaginaire. Et bon, ça, c'est quelque chose qui est vérifié expérimentalement, et qui fait partie vraiment de ce qu'on doit, nous, essayer de comprendre comme étant la réalité extérieure. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la réalité extérieure, elle est faite de petites molécules qui se baladent, etc. Et puis, bon, elle existe à l'instant T, etc. Et c'est ça l'image mentale qu'on en a. Donc, ce que je constate, si vous voulez, c'est que le langage mathématique, il n'est pas seulement là comme ça, parce qu'on voudrait l'utiliser pour rendre les choses plus jolies. Non. L'essence même de la réalité extérieure, lorsqu'on essaie de la formuler
de manière précise, grâce à la physique et à la physique quantique, eh bien, elle est tellement subtile que justement, elle ne correspond pas au langage classique que l'on utilise. Donc, il y a eu déjà une faille énorme qui se crée entre la manière dont nous parlons de la réalité extérieure et ce qu'est vraiment la réalité extérieure. Et alors, dès qu'on sait ça, on se rend bien compte que pour expliquer, pour essayer de comprendre des phénomènes aussi complexes que la conscience, etc., que le fonctionnement du cerveau, etc., on est effectivement extrêmement démunis, puisque normalement, à partir du moment où le quantique a existé, où le quantique a été vérifié expérimentalement, où il a joué un rôle tellement important dans tous les instruments que nous utilisons maintenant, comme le laser, etc., eh bien, normalement, il y aurait dû y avoir un phénomène qui fait que le public comprenne ce que c'est que le quantique. Mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Il y a il y a une faille qui est créée entre les gens qui connaissent, les gens qui l'utilisent, les gens qui le font, et cette espèce de classicisme absolument retardataire qui consiste justement à imaginer la réalité telle qu'elle est, telle qu'on l'a décrit de manière courante, etc. Et pour moi, ça, c'est extrêmement dérangeant. Oui, c'est une excellente illustration, c'est du fait que le vivant ne peut pas, pour l'instant, je fais attention à ce que je dis, être pensé dans les catégories qui sont seulement les catégories des mathématiques, de la physique ou de la chimie. C'est-à-dire qu'on est obligé d'inventer des catégories qui sont adaptées à cet objet, qui est cet objet tout à fait extraordinaire qu'est le vivant. Donc, un biologiste comme moi va forcément se référer à l'évolution, par exemple. C'est-à-dire que le développement et l'évolution, c'est des choses extraordinairement proches. Mais donc, si je veux essayer de comprendre ce que c'est qu'un cerveau, évidemment, je peux faire des modèles du cerveau, ça va m'arriver, c'est pas interdit. Je peux faire des modèles de croissance du cerveau, je peux faire des modèles sur les morphogènes, je peux référer à Alan Mathisen Turing, tout ce que vous voulez. Mais au fond, ce qui va m'apprendre le plus sur ce qu'est le cerveau, et le mien aussi, c'est-à-dire celui de Sapiens, c'est comment, en partant des êtres unicellulaires, on est passé aux multicellulaires, comment ils se sont organisés, comment il y a eu des voies de signalisation qui ont fait qu'on a fait des organismes qui étaient plus ou moins synchronisés, des plantes, des animaux, que petit à petit, on a vu cette invention absolument extraordinaire. Et pour un biologiste, sans cet objet, que moi j'appelle ça une théorie du vivant, bien entendu, même si elle n'est pas mathématisable pour l'instant. Elle ne peut pas être mise en équation, dites-vous. Oui, elle n'est pas mise en équation au sens où peut-être que les équations qu'on nous propose ne sont pas adaptées à cet objet. C'est-à-dire que moi, je serais ravi qu'un mathématicien m'invente les mathématiques qui me permettent de trouver des phénomènes nouveaux en biologie. Mais tel n'est pas le cas. Pour l'instant, ce qu'on voit, si vous voulez... Donc là où on apprend le plus aujourd'hui, c'est à travers, au fond, les transformations successives de la théorie de l'évolution. En gros, c'est ça. C'est-à-dire la grande théorie en biologie, c'est la théorie de l'évolution. Et ce n'est pas un dogme, parce que c'est une théorie évidemment qui évolue avec le temps. Elle aussi est évolutive, la théorie de l'évolution, heureusement. Mais pour le reste, ce que je vois essentiellement dans les modélisations, ce sont plutôt, et là, alors on peut faire référence, comme ça permettra à Alain Cohn de réagir, on peut faire référence aux travaux de René Thom, qui étaient fondamentalement des descriptions de phénomènes vivants. Donc il ne suffit pas de filmer le vivant et de le décrire avec des modèles mathématiques pour comprendre ce qui se passe vraiment dans la chose. Nous, ce qu'on voudrait comprendre, c'est vraiment les lois, pas au sens de loi divine, bien entendu, au sens où, bien entendu, cette chose-là a des régularités, et quand on met un lapin avec un lapin, ben, ça fait un autre lapin, jusqu'à la preuve du contraire. Donc, oui, jusqu'à la preuve du contraire, parce qu'un jour, ben, nous, on n'a pas toujours été sapiens. Hein, on a un ancêtre commun quand même avec le chimpanzé. Donc, il y a un moment où il y a des accidents qui se passent, et il y a ces 900 cm3 de trop qui arrivent, et c'est la catastrophe. Mais voilà. Élaborer une théorie du vivant, pour vous, ce serait faire évoluer également les outils de connaissance de ce vivant-là. De toute façon, je suis payé pour ça. Enfin, c'est marrant. Oui, c'est bien aussi de décrire. Oui, alors, je voudrais intervenir quand même, parce que moi, ce qui me dérange toujours dans ce que tu décris là, c'est ce que j'appellerais une utilisation un peu abusive du principe de sélection naturelle. Alors, je vais prendre un exemple. Mon exemple est très simple. Tu parlais tout à l'heure de la conquête de la Lune. De la conquête de la Lune. J'imaginerais l'exemple suivant.
J'imaginerais un autre système planétaire, ou peut-être des gens qui habitent dans notre... et ils sont capables de nous observer de loin. Et un jour, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une fusée qui part de la Terre et puis qui va se poser sur la Lune. Puis ils voient ça. Puis alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, comment ils ont fait ça? Par sélection naturelle. Je ne veux pas de rapport, je ne parle pas de sélection naturelle, même si je suis un maniaque de la sélection naturelle. Il n'y a pas de sélection naturelle d'ailleurs dans le ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Ce que je veux dire, c'est que je me suis toujours demandé si finalement on n'avait pas une vision très anthropocentrique du développement, en pensant que nous étions le premier niveau d'organisation qui était capable de créer de manière intelligente soit des modifications de son propre organisme, soit un télescope comme le télescope Hubble, qui est notre œil sur l'univers, soit des choses comme ça. Et que, est-ce qu'on est certain que notre niveau de complexité est le premier niveau dans lequel une intelligence collective se manifeste pour le faire évoluer? Alors, il est clair maintenant que les progrès de la biologie, etc., vont faire en sorte qu'on sera capable de faire ça. C'est-à-dire, on sera capable de vraiment manipuler les choses et faire en sorte que nous évoluions d'une manière qui n'est plus la sélection naturelle. Ma question, c'est, est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'on en est sûr? Sommes-nous le premier niveau de complexité qui permet de faire ça? C'est ça ma question. Tu veux dire sur la Terre? Ou dans l'univers, je veux dire. Bon. Dans le reste de l'univers, je n'y suis pas allé, donc c'est un peu compliqué de dire, mais oui. Dans l'histoire du monde vivant, bien entendu, nous avons un ancêtre commun avec les chimpanzés. Donc il y a à la fois des liens de continuité avec les espèces précédentes, qu'il y a des animaux qui sont capables d'inventer des artefacts. Oui. On nous donne toujours l'exemple de la brindille à la fourmi. Enfin, ce sont des niveaux de culture comme relativement limités. Et puis il y a des moments de rupture et je pense que très clairement, et alors là, il faudrait faire un cours de biologie, mais Sapiens représente un niveau de rupture au niveau évolutif qui est très fort, pour des raisons qu'on ne connaît mal, hein, mais qui amène quand même une espèce comme la nôtre à créer des artefacts qui sont particulièrement Non, mais je ne parle pas efficaces. d'artefacts. Je parle pas d'artefacts. Je pense à la chose suivante. Imaginons, par exemple, que des informaticiens, etc., soient capables d'implanter dans le cerveau des petites puces électroniques qui font des calculs absolument extraordinaires, etc., et que finalement on les implante à partir de la naissance. Bon, et il est clair qu'on aura affaire à des êtres infiniment plus performants que nous. Mais est-ce que ces êtres sont produits de la sélection naturelle ? Ou est-ce qu'ils sont, si tu veux, des résultats d'une manipulation qui a été faite par des êtres intelligents qui avaient conscience de ce qu'ils étaient en train de manipuler et ce qu'ils étaient en train de faire? Ma question, c'est, sommes-nous le premier niveau de complexité dans lequel ce genre de choses peut arriver? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Bon, je dirais oui aussi, mais est-ce qu'on n'est pas anthropocentriste en disant ça? Il me semble que oui, parce que bon... Ouais, je crois. Non, honnêtement, je pense qu'on peut dire que oui. C'est-à-dire qu'on est les premiers à inventer les outils de façon si forte jusqu'au point qu'on puisse modifier notre propre être. Non seulement avec des outils comme l'informatique, parce que finalement, pas besoin de le mettre dans le cerveau. L'ordinateur est le prolongement du cerveau d'une certaine façon. Donc, que ce soit dedans ou dehors, ça ne change pas grand-chose. C'est ça, oui. Donc, mais aussi en modifiant carrément le génome. Oui, c'est-à-dire qu'on peut faire ça de façon plus naturelle, si exactement, dire. Voilà. Exactement. Donc ma question, en connaissant la façon dont justement se construit un organisme, c'est-à-dire en ayant une théorie du vivant. En ayant une théorie du vivant déjà. Et une théorie du vivant qui nous permet de modifier le vivant de façon tout à fait rationnelle. D'accord. Ce à quoi on se livre aujourd'hui sur les animaux et les plantes en faisant des OGM. Bien sûr. Ce qu'on pourrait se livrer demain sur Sapiens. Exactement. Donc tu penses que c'est raisonnable de penser qu'on est le premier niveau qui fait ça? Je le pense, oui. D'accord. Père de Langeau, vous souhaitiez intervenir? Moi, je voudrais faire une ou deux réflexions, mais une chose qui m'a été suggérée là, par Alain Cohn tout à l'heure, quand vous parliez du langage et comment notre langage de l'expérience quotidienne est incapable, enfin, ou plutôt comment les concepts de la mécanique quantique ne sont pas encore rentrés dans notre langage quotidien. Voilà. Je vais faire simplement une analogie parce que ça m'a fait penser à ça en tant que théologien, puisque c'est mon métier, mais c'est vrai que par exemple, la théologie, depuis toujours, est affronté à ce problème, c'est-à-dire à essayer de saisir des objets au sens noble du terme, en l'occurrence, là, mais qui sont tout à fait éloignés de notre expérience quotidienne. C'est-à-dire,
Par exemple, vous avez parlé de dogmatisme tout à l'heure, je n'ai pas réagi, mais c'est vrai que les dogmes de la foi chrétienne ne sont pas des lois comme ça qui imposent une manière de penser, mais ça a toujours été une manière pour l'Église de dire attention, pour comprendre Dieu, si on le fait à partir de notre langage simplement quotidien, est-ce que Dieu est un ou trois, bon, on arrive toujours à des simplifications et on veut maintenir au fond l'ampleur ce qu'on appelle nous un mystère, c'est-à-dire d'une réalité sur laquelle nos concepts ne peuvent pas avoir prise, parce que nos concepts, au fond, ont été élaborés pour notre vie quotidienne. Et on a alors, c'est une analogie, simplement, évidemment. L'analogie s'arrête là, parce que le quantique, il est vérifié expérimentalement des milliards de fois par jour. Et c'est comme ça qu'on utilise le laser, c'est comme ça qu'on nous soigne, c'est comme ça que fonctionnent les ordinateurs. Donc, je veux dire, il y a quand même une grosse différence. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que je parlais que d'analogie, mais l'idée de vouloir essayer de parler d'un ordre de réalité qui est tellement éloigné au fond de notre expérience quotidienne que nos concepts se trouvent. Et puis on peut parler de manière, par exemple, mécanique quantique, est-ce que c'est des particules ou des ondes? Bon, moi j'ai appris qu'il fallait maintenir les deux ensemble et que c'était ni l'un ni l'autre. Oui, bien sûr. Non, mais on trouve le même genre de choses. Non, mais ça, je pense que ça se fait très graduellement. Et comme je l'expliquais, grâce aux ordinateurs, maintenant n'importe qui peut voir sur son écran d'ordinateur des fonctions et peut comprendre que les fonctions existent et sont des choses importantes, etc. Et en comprendre même les propriétés, comme je le disais tout à l'heure. Donc en fait, c'est toute une éducation. Et évidemment, on ne peut pas comprendre la mécanique quantique si on n'a pas l'idée de ce que c'est qu'une fonction. Donc, c'est le b.a.-ba, je veux dire. Donc, on voit bien qu'il y a toute une évolution très lente, toute une éducation du public en général, qui fait que ces concepts ne sont pas du tout inaccessibles. Ils sont accessibles, mais ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Et ce qui est fascinant, justement, c'est de voir que... on est quand même, nous, extrêmement tributaires de notre éducation classique. Et on a énormément de mal à, justement, imaginer ce qu'est le quantique, parce qu'on n'a pas le langage qu'il faut, et on n'a pas les outils conceptuels qu'il faut pour le comprendre. Alors, je comprends cette analogie. Infiniment petit, oui, c'est une analogie. C'est pas seulement infiniment petit, c'est quelque chose qui fait que, cette espèce de langage visuel macroscopique auquel on est éduqué lorsqu'on est enfant ne s'applique pas. Alors bon, effectivement, là, il y a sûrement un problème d'évolution, au sens où, quand ça deviendra vraiment nécessaire pour survivre, de savoir ce que c'est que le quantique, parce que très vite, effectivement, la plupart des instruments qu'on va utiliser seront de cette nature-là. À ce moment-là, les choses changeront, c'est évident. C'est-à-dire que, bon, on voit bien maintenant que les enfants sont capables d'utiliser un ordinateur très tôt, etc. Donc, cette espèce d'éducation complètement classique que nous, on avait lorsqu'on était enfant, de jouer avec des objets qui se cassaient, etc., elle va disparaître progressivement. Elle va être remplacée par quelque chose de beaucoup plus subtil, ça c'est certain. Oui, Alain Prochian, sur ces questions justement de rapport entre la science et le langage, vous écrivez « Mon rapport à la science passe par le langage, c'est-à-dire par l'écriture. Écrire est comme dessiner, une façon d'inventer en temps réel. » Donc la langue, c'est bien sûr un outil de la pensée et un outil évidemment de la pensée scientifique. Et vous vous interrogez, vous vous demandez, et j'ai envie de la poser, cette question que vous vous posez vous-même dans votre livre, si les mathématiques ne sont pas pour certains mathématiciens particulièrement doués une langue naturelle. Quelle réponse feriez-vous Je ne dirais pas que c'est une langue, si vous voulez. C'est pas vraiment une langue. C'est utilisé comme un langage dans beaucoup de domaines, d'autres domaines comme on parlait de la physique. Mais ça n'est pas une langue, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un monde en soi. C'est un monde qui a ses phénomènes, etc. C'est un monde qui, c'est pas seulement une langue. Ça a un côté langage, bien sûr. Et c'est vrai que c'est probablement le seul langage complètement épuré. C'est-à-dire que si vous prenez un dictionnaire, par exemple, si vous prenez un mot du dictionnaire, ce mot n'est défini que par rapport à d'autres mots. Il n'y a pas de définition intrinsèque d'un mot. Alors que les mathématiques, justement, elles essaient, et elles arrivent, dans certains domaines, d'éviter cette espèce de fuite en avant, qui est qu'un mot est défini par rapport à un autre mot. Et c'est en ce sens-là que les mathématiques, si vous voulez, sont une espèce de langage épuré, qui fait que même certains ont considéré que c'était seulement par les mathématiques qu'on pouvait communiquer avec une autre planète ou une autre galaxie, etc. Pourquoi ? Parce que justement, si vous leur écrivez des mots en faisant autoréférence, etc., comme le fait le langage courant, vous n'arriverez pas à communiquer. Par contre, les mathématiques, si vous faites POM,
pam-pam, c'est pas la même chose, etc. Et il y a même un mathématicien qui a inventé un langage qui n'a pas eu beaucoup de succès, bien sûr, qui s'appelait le Linkos, et qui était un langage basé sur les mathématiques et qui permettait de tout reconstruire à partir des mathématiques. Donc, si vous voulez, il y a ce côté langage, mais c'est bien autre chose. C'est un monde, et vous décrivez d'ailleurs le mathématicien comme l'explorateur de ce monde. Tout à fait, oui. Ouais. C'est pas ça que je voulais tout à fait dire quand j'ai écrit ça. Ce que je veux dire, c'est que les biologistes envient forcément le rapport que les physiciens ont aux mathématiques, ou même que les mathématiciens ont aux mathématiques. C'est-à-dire que pour eux, c'est une langue qui fonctionne comme une langue naturelle. Je n'ai pas dit que c'était une langue naturelle. Alors que pour nous, la langue naturelle est notre outil mathématique. C'est-à-dire que on pense forcément avec sa langue, c'est-à-dire qu'avec un langage, on ne peut pas penser juste d'écrire, sinon il suffirait de filmer, d'accord? Donc, c'est vraiment vous êtes obligé vous faites de la science et vous n'avez pas l'outil mathématique, parce que c'est peut-être pas l'outil adapté à la discipline qui est la vôtre, puisque la théorie du vivant n'est pas pour l'instant en tout cas, une théorie qui a trouvé ces mathématiques. Peut-être que ces mathématiques, à elle, c'est justement la langue naturelle, parce que la langue naturelle, c'est pas n'importe quoi. La langue naturelle, elle a ses règles, elle a ses régularités. Donc, c'est un outil de pensée, la langue naturelle. Et pour quelqu'un qui ne fait pas des sciences mathématiques ou des sciences physiques, et peut-être aussi pour certains physiciens ou certains mathématiciens, et ça, il faudrait voir ça de plus près, quand ils recourent à l'intuition, à des choses comme ça, il faudrait aller les titiller un petit peu, savoir s'ils sont vraiment de purs esprits mathématiques. Je pense qu'ils utilisent aussi la langue naturelle que les biologistes utilisent quand ils font de la science. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, pour moi, la langue naturelle est un outil de travail. Et je crois que c'est très important de cultiver ce travail et de ne pas le laisser en jachère. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de snobisme du formalisme qui fait qu'on risque d'appauvrir la pensée, y compris la pensée scientifique, si on refuse d'utiliser cette chose extraordinaire quand même qui est le langage. Hein, c'est pas n'importe quoi, le langage. Alors, le problème qu'il y a derrière ça, et ce pourquoi les puritains n'aiment pas le langage naturel, en l'occurrence, et il y a beaucoup de puritains chez les savants. C'est parce que, vous savez, c'est la forme naïve du vouloir être intelligent, d'une certaine façon, de vouloir être mathématicien. Donc, pour un biologiste, je veux dire. Donc, en fait, ils n'aiment pas parce que ils ont une idée que dans le langage, il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre du sujet. Et donc, plutôt que de faire face à cette difficulté, c'est qu'effectivement la science est quelque chose de rationnel, qu'effectivement les phénomènes sont indépendants de l'existence des sujets, c'est quand même des sujets qui sont obligés de penser la chose. Et donc, au lieu d'affronter cette contradiction et de dire il faut faire gaffe, parce que quand j'utilise la langue naturelle, et peut-être même d'autres, il y a un sujet qui est là, il faut que je le sache, ils préfèrent avoir un discours paranoïaque, encore archédivin, Sainte Thérèse, etc. Donc, voilà ce que je veux dire. Quelque chose qui échapperait finalement dans cette langue, qui échapperait aux mathématiciens s'ils l'utilisaient c'est-à-dire que quelqu'un qui manie une langue, vous savez, c'est un individu, et finalement, ce sont quand même, même aussi éthérés et purs qu'ils soient, même Alain Cohn est un sapiens. Voilà quoi. Je voudrais quand même rebondir là-dessus. Non, mais en fait, il y a une partie très intéressante de cette nuance, justement, qui est que, si vous voulez, on a deux manières de fonctionner. On a une manière qui est extrêmement rapide et intuitive, et qui est que quand on voit, par exemple, le visage de quelqu'un qui vous en veut, on le sait tout de suite. Et on a une manière qui consiste à réfléchir rationnellement. Par exemple, si je vous dis qu'est-ce que ça vaut 17 fois 24, il faut réfléchir. Et si vous voulez, ces deux manières-là ne jouent pas du tout le même rôle. Et trop de gens pensent que le mathématicien correspond à la deuxième règle, c'est-à-dire qu'il fait des calculs, etc., et qu'il est tout le temps en train de réfléchir rationnellement, ce qui est complètement faux. Parce que justement, le mathématicien, à partir du moment où il a suffisamment fréquenté ce monde mathématique, eh bien, il le connaît de manière presque viscérale. Et son rapport avec ce monde mathématique devient justement un rapport qui est parfaitement humain, qui est parfaitement intuitif, et qui fait qu'il a des, comment dire en anglais, des gut reactions. Et que c'est très souvent ces réactions-là qui sont les bonnes, et pas du tout une réaction qui consisterait à faire référence à des principes, à des dogmes, etc. Donc,
si vous voulez, ça montre bien que, à mon avis, cette discussion qu'on a beaucoup plus à voir avec deux manières de penser. Avec deux manières de penser. Et vous savez très bien, par exemple, que si vous êtes en train de doubler un camion sur une route un peu, etc., ben, si on vous demande ce que ça vaut 17 fois 24, vous ne pourrez pas faire les deux ensemble. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est qu'il y a vraiment ces deux manières-là, et on a trop souvent la tendance de croire que le mathématicien fonctionne de manière hyper rationnelle, etc., qui prend ses axiomes, etc., qui fait ses déductions logiques, qu'il travaille comme un ordinateur. En fait, heureusement, et je trouve que c'est magnifique, l'esprit humain a encore une avance absolument phénoménale par rapport à l'ordinateur. Je ne sais pas où ça se passe dans le cerveau, je ne sais pas où c'est, mais il est capable, l'esprit humain, par exemple, de procéder par analogie. C'est-à-dire qu'il est capable de voir qu'entre deux domaines des mathématiques ou un domaine de la biologie, etc., il existe des ressemblances tout à fait mystérieuses qui disent quelque chose. Et ça lui dit quelque chose, non pas à son esprit entièrement rationnel, mais ça dit à quelque chose d'affectif. Et c'est ce que je veux dire quand je veux dire que pour un mathématicien, les mathématiques sont peut-être une langue naturelle. Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, effectivement, il arrive, si vous voulez, à acquérir une espèce de proximité qui devient une proximité naturelle. Et c'est dans ce contexte-là que, justement, de nouveaux concepts sont capables d'émerger, de nouvelles terminologies, etc. C'est pas du tout dans une espèce de mécanisme que l'ordinateur pourrait faire à sa place. Et moi, ça me suggère un problème qui, pour moi, est un problème beaucoup plus fascinant que le problème de savoir si nous inventons ou si nous découvrons les objets mathématiques. Pour moi, si vous voulez, il y a un problème qui est beaucoup plus important que ça, qui est beaucoup plus signifiant que ça. Et ce problème-là, c'est le suivant. On pourrait très bien imaginer, et ça, je pense que c'est déjà fait, on peut très bien imaginer un ordinateur qui, si on lui donne un certain nombre d'axiomes, va vous déduire les théorèmes, va vous déduire des théorèmes, théorème 1, théorème 2, théorème 3. Mais ce qui va se produire, c'est que la grande majorité, 99,99999% de ces théorèmes-là seront d'un inintérêt total. Et ce qui est extrêmement difficile à définir, c'est la notion de sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, parmi toutes ces choses-là, va avoir du sens? Je peux faire une autre manip pour toi. Oui, vas-y. Tu prends Darwin. Oui. Tu prends toutes les connaissances de Darwin. Voilà. Toutes. Oui, d'accord. Tu les mets dans un ordinateur qui est capable de les traiter. Ouais. Tu ne sors pas forcément avec la théorie de l'évolution. Ah, exactement. Donc, et ça, c'est une belle manip par la pensée. Voilà. Donc, ça, il faut rendre compte de cette question-là. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. C'est une capacité du cerveau qui est quelque chose d'extraordinaire, qui pour moi me fascine le plus, et si vous voulez, qui moi me rassure par rapport aux potentialités du cerveau, par rapport à l'ordinateur. Parce que, bien sûr, l'ordinateur a une puissance considérable quand on fait des mathématiques, qu'on voit l'ordinateur, ce qu'il est capable de faire pour des choses qu'avant on admirait. Avant, j'admirais des gens qui étaient capables de me dire quel était le nom de telle ou telle fonction spéciale, de la tracer, tout ça. Maintenant, l'ordinateur, il fait ça dans une microseconde. Dans exactement les problèmes qu'on posait dans certaines classes, tout ça, l'ordinateur a fait en micro, mais pas tout. Et justement, il y a cette énorme, si vous voulez, il y a cette merveilleuse capacité du cerveau par rapport à la création des concepts, par rapport à l'analogie, qui persiste, qui est quand même extrêmement mystérieuse. Et ce mystère, les neurobiologistes aujourd'hui s'y intéressent. Les neurobiologistes, moi je ne sais pas. Les scientifiques. C'est très difficile. Parce que les neurobiologistes sont les biologistes d'une façon générale. Il n'y a pas que les neurobiologistes. C'est-à-dire que la pensée aussi, la conscience et la pensée ont aussi une histoire évolutive. C'est-à-dire que j'avais défini dans le temps la pensée comme le rapport adaptatif de l'individu à son milieu, voire d'une espèce à son milieu. Au sens où donc il y a pas, c'est pas une substance qui serait déposée dans le cerveau. Les mathématiques non plus ne sont pas une substance déposée dans le cerveau. Un rapport, ça n'a pas de lieu. Mais en même temps, ça veut dire qu'une bactérie pense, parce que la bactérie a un rapport adaptatif à son milieu. Donc, il y a une évolution de ce rapport adaptatif qui, chez les vertébrés, a pris une très grande complexité, parce que le cerveau il joue un rôle très fort, et chez Sapiens, est d'une richesse tout à fait infinie, je dirais. À partir de là, en voyant comment la chose a évolué au cours des 3 milliards d'années de la première invention du vivant, on peut peut-être petit à petit comprendre comment ça fonctionne, ce truc. Mais très modestement, je crois qu'on en est assez loin, même très loin. Donc, patience. Voilà, patience.
Ça viendra peut-être, avant que tout n'explose. Je voudrais simplement souligner que des scientifiques de très haut niveau, pardonnez-moi pour votre modestie, touchent vraiment des questions fondamentales en s'interrogeant sur leurs propres pratiques, leurs propres sciences, et au fond les questions un peu de toujours, de la philosophie et de la théologie. Personnellement, je verrais parce qu'on s'est beaucoup interrogé justement sur la distinction entre l'homme, l'animal, l'homme, l'ordinateur, le cerveau humain. Au fond, pour moi, le propre de l'homme, ce spécifique, c'est que c'est cet animal qui s'interroge sur lui-même. En fond, l'être humain, c'est cet animal qui prend une distance avec le monde dans lequel il vit, qui s'interroge sur lui-même, alors que les autres animaux, autant qu'on peut le savoir, vivent simplement. Nous, on a un cerveau trop gros. Voilà, on s'interroge sur ce que nous sommes. Alors, je sais pas, à mon avis, est-ce que c'est est-ce que c'est un produit d'évolution ou est-ce que c'est quelque chose de très spécifique à l'homme? C'est un accident, ça a dérapé, quoi. Oui. Voilà. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus riche. Alors, les questions vont se poursuivre dans la salle. On va tenter d'y répondre. Je vous remercie vraiment tous d'avoir suivi cette émission. Vous retrouvez la semaine prochaine Christian de Cacré sur ce plateau pour un nouveau Mardi des Bernardins. Merci et bonsoir.